Bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Mystère et compagnie, l'émission qui retrace les mythes et légendes de France. C'est un plaisir pour moi d'animer cette émission en direct et nous nous retrouvons aujourd'hui dans la ville de Bordeaux pour vous faire découvrir ces histoires les plus sombres. En effet, nous allons découvrir que cette ville regorge de légendes et de mythes plus fascinants les uns que les autres. Pour nous accompagner au cœur de ces thématiques, j'ai le plaisir d'accueillir ce soir Laetitia Duvinière-Billon. Excusez-moi, j'ai écorché votre nom. Bonsoir Laetitia. Bonsoir. Vous êtes médium et spécialiste du paranormal à Bordeaux. Absolument. À vos côtés, nous accueillons également Guillaume Hanotin. Bonsoir Guillaume. Bonsoir. Vous êtes historien et maître de conférences à l'université de Bordeaux-Montaigne. C'est bien ça ? Tout à fait. Merci à tous les deux de nous accompagner sur ce numéro. Nous débutons cette émission en vous contant des histoires de sorcières. Pour cela, retrouvons tout de suite notre journaliste Alexis Bray dans les ruines du Palais Gallien afin de nous faire découvrir ce lieu riche en mystères. Nous sommes actuellement devant l'un des lieux les plus mystiques de Bordeaux. Suivez-moi dans la visite des ruines du Palais Gallien. Cet ancien amphithéâtre romain, qui daterait du IIe siècle, aurait accueilli des rituels de sorcières au Moyen-Âge. Les ruines, isolées au milieu des vignes, devinrent rapidement une véritable cour des miracles. Le lieu avait mauvaise réputation, truands et prostituées s'y donnaient rendez-vous. Mal fréquentés, les lieux ont fait naître au Moyen-Âge des légendes mêlant sorcières, jeteurs de sorts, messes noires et sabbats. La légende nous dit que sorciers et sorcières volaient dans les airs sur des balais ou des animaux pour se rassembler en ces lieux. Les rituels macabres se concluaient, selon les dires de certains, par de grands festins où de jeunes enfants étaient torturés et dévorés. Lors de ces cérémonies, les sorcières fabriquaient également des poisons censés donner la mort aux gens et aux cultures. À Bordeaux, c'était dans les ruines du Palais Gallien qu'ils se rassemblaient et participaient à une cérémonie présidée par le diable, représenté par un bouc, où ils adoraient le démon et reniaient la foi chrétienne. Merci Alexis de nous avoir emmenés avec vous dans l'histoire de ces ruines. Madame Duvinière-Billon, je m'adresse à vous pour commencer. Est-ce que vous pourriez nous expliquer brièvement ce qu'est une sorcière selon vous ? Oui, alors selon moi, il y a sorcière et sorcière. Vous avez donc, dans un premier temps, la sorcière qui va se servir des plantes, des lunes, qui va faire des rituels pour les saisons, qui vont des rituels de protection. Et puis, vous avez aussi une autre catégorie qui va, elle, plus faire le mal, faire de la... se venger, voilà, des trucs plus comme ça. C'est dommage de mettre tout le monde dans le même panier. Et c'est vrai qu'on empathie un peu. Je dis on parce que j'en suis une. Alors, mettre tout le monde dans le même panier, est-ce que vous pouvez nous préciser un petit peu Eh bien, mettre les sorcières et les mages dans le même panier, confondre ce que l'on fait. C'est absolument pas la même chose. Et dédramatiser aussi, une sorcière n'a jamais volé sur un balai, d'accord ? Elle utilisait un onguent à base de graisse de loup, de racines, une racine un peu particulière que je ne vais pas dire parce qu'on la trouve encore à l'heure actuelle. Et elles s'en mettaient dans leur partie génitale. Et cette plante a un peu la particularité d'être hallucinogène. Et donc, elle avait l'impression de voler sur un balai, mais elles avaient bien les deux pieds sur terre. D'accord, donc pour les plus jeunes téléspectateurs qui nous regardent, vous Potter, démystifiez totalement l'histoire des sorcières. Quand vous nous dites que vous êtes une sorcière vous-même, vous êtes mage. 6e génération dans ma famille. Merci pour vos informations. Je me tourne à présent vers vous, Monsieur Hanotin. Est-ce que vous pourriez en quelques mots nous rappeler le contexte historique des événements liés aux sorcières ? Alors oui, la sorcellerie, il y a toujours eu dans l'histoire, depuis l'Antiquité, on dénonce des périodes où il y aurait des vagues de sorcellerie, et donc de pratiques avec des sorcières et des sorciers. Mais finalement, on va dire qu'à la fin du Moyen-Âge, plus ou moins,
on se met à distinguer ce qui est de l'ordre de la sorcellerie de ce qui est de l'ordre de la superstition. La superstition, c'est les jeux de cartes, la divination, dire l'avenir, soigner les gens. La sorcière, elle est définie comme celle qui a des pratiques, effectivement, des rituels autres, et c'est surtout qu'elle signe un pacte avec le diable, c'est-à-dire qu'elle aurait un lien direct avec le diable. Et enfin, le troisième élément qui définit la sorcière depuis le Moyen-Âge, c'est celle qui, en fait, voudrait du mal aux autres, et ce qui la distingue, en effet, du mage ou du médecin anonyme et charlatan. D'accord, merci beaucoup. Plus précisément, je vous pose la question à tous les deux. Est-ce qu'il y a des sources sur la présence de sorcières à Bordeaux, selon vous? Je commence par vous, Laetitia. Oui, absolument. Il y a des sources, puisque quand il y a eu la période un peu noire de l'esclavagisme à Bordeaux, avec le transit de ces personnes-là, est venu en même temps tout ce qui est vaudou, puisque c'était leur pratique à eux, c'était leur religion, puisque avant d'être une pratique de sorcellerie, c'est une religion. Et donc c'est vrai qu'il reste encore des écrits, des résidus, on va dire, de ces pratiques-là. Ouais. D'accord. Monsieur Hanotin, un Alors avis? oui, on a des sources et on en a même beaucoup, parce que la sorcellerie, tant qu'elle a été traquée, combattue et qu'on a cherché à l'éradiquer, il y avait des procès. Et donc on a des documents aux archives départementales de la Gironde où il y a effectivement des documents qui retracent ces procès, ces pratiques, ces rassemblements qui ont lieu et qui donnent lieu à des procès, à des poursuites pénales et juridiques. D'accord. Quelque chose à rajouter peut-être sur aujourd'hui, ce qu'il en est des sorcières à Bordeaux? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est plus caché encore, hein, les gens n'en parlent pas trop. Ça reste quand même dans un cercle très, très fermé, où vous avez les personnes qui ont l'habitude de pratiquer et les novices qui veulent rentrer dans ce cercle Très privé? plutôt privé, ouais. Monsieur Hanotin? Alors moi, je serais un peu mal placé pour parler des sorcières aujourd'hui, je n'en connais pas directement, mais effectivement, en fait, la sorcière et la sorcellerie sont en fait des phénomènes qui, au cours de l'histoire, ont toujours existé. Et en fait, effectivement, ce qu'on leur reprochait souvent, c'est de vouloir former une sorte de club, d'être un petit peu fermé, dans une sorte d'entre-soi. Et en réalité, ce qui était dénoncé à travers la dénonciation des pratiques de sorcellerie, c'était finalement des gens l'on connaissait assez peu, des gens qui venaient d'ailleurs, des gens qui n'avaient pas vraiment d'identité ou qui se retrouvaient dans des milieux un peu interlopes, de la criminalité, de la prostitution. Donc en fait, c'est toujours une manière pour la société de recréer finalement ce qu'elle a du mal à appréhender et à comprendre en réalité. Voilà, c'est comme ça que la sorcellerie finalement, au cours de l'histoire, a perduré. Finalement, c'est l'ensemble de ceux qu'on avait du mal un petit peu à identifier très clairement. Merci à tous les deux pour ces informations et ces précisions à propos des sorcières de Bordeaux. On se retrouve pour un nouveau sujet après une page de pub. À tout de suite. Nous sommes de retour sur le plateau de Mystère et compagnie et toujours en compagnie de nos invités de la semaine, Madame Laetitia Duvinière-Billon, médium et spécialiste du paranormal à ma gauche, et avec nous également Monsieur Guillaume Hanotin, maître de conférence en histoire moderne à l'université de Bordeaux-Montaigne. Sans plus tarder, nous retrouvons notre journaliste Alexis Bray pour notre second sujet de l'émission qui se déroule à la Grosse Cloche de Bordeaux. Nous sommes actuellement devant la Grosse Cloche de Bordeaux. Ce monument est un symbole du passé médiéval de la ville. Elle connut de nombreuses modifications au fil des siècles pour aboutir à l'architecture que nous connaissons aujourd'hui.
Nous sommes désormais au sommet de la grosse cloche de Bordeaux. C'est un surnom donné à la fois à la cloche en elle-même et également à l'édifice sur lequel elle a été construite. Elle date à l'origine du XIIIe siècle. La grosse cloche est le seul vestige des remparts de la ville et également de la porte Saint-Éloi. À l'origine, elle servait à annoncer les grands événements publics et également à donner le signal des vendanges. Pendant la Terreur, au début des années 1790, la grosse cloche servait de prison à tous les adversaires de la Révolution. Les prisonniers étaient enfermés dans ces geôles munies de portes de 10 cm d'épaisseur et garnies d'immenses verrous. Sur les murs, on peut apercevoir les traces et les messages des prisonniers. Ils attendaient ici d'aller jusqu'à l'actuelle place Gambetta, où trônait la guillotine. La Terreur fait à Bordeaux 302 morts, 260 hommes et 42 femmes. D'après certains, on entendrait le soir les complaintes de ces centaines de condamnés. La grosse cloche est aujourd'hui ouverte à la visite et figure sur les armoiries de Bordeaux. Merci Alexis pour votre expertise sur ce lieu emblématique de la ville. Guillaume Hanotin, est-ce que vous pourriez nous en dire un petit peu plus sur la grosse cloche de Bordeaux ? Alors oui, la grosse cloche de Bordeaux, elle date sans doute de la fin du XVe siècle. Celle qui est présente actuellement, elle a été fondue en 1775. Et la grosse cloche, qui pour nous est un lieu commun quand on se promène, qu'on visite Bordeaux, qu'on montre à ses amis, la grosse cloche est en fait un lieu emblématique du Bordeaux de la fin du Moyen-Âge et de l'époque moderne, parce que c'était aussi le lieu du pouvoir. Et la cloche, elle avait une fonction particulière. La cloche, avant l'époque de nos médias, avec la télévision, la radio, les moyens récents de communication, la cloche, elle avait une vocation de signaler les grands événements. Elle signalait le tocsin quand il y avait un danger, elle sonnait pour les grandes fêtes religieuses, elle sonnait aussi à l'occasion des grandes réjouissances. Et donc, la cloche, c'est un élément, si vous préférez, déterminant de la vie des Bordelaises et des Bordelaises, parce qu'elle permettait en réalité de signaler à la fois l'espace et le temps. C'est un repère géographique avec ce lieu de pouvoir, mais c'est aussi un repère sonore qui marque le temps. Ça serait notre sirène moderne, en quelque sorte. Tout à fait. Elle avait totalement cette vocation-là à l'époque, avant la révolution industrielle, avant le développement des nouvelles sirènes telles que nous pouvons les entendre au début du mois, le mercredi, je crois. Oui. Et en réalité, ces cloches, elles avaient la même fonction, c'était permettre une communication à l'échelle de la ville. Merci beaucoup. Je me tourne vers vous maintenant, Laetitia. Est-ce que vous pensez qu'un fantôme, comme ceux qu'il pourrait y avoir dans la grosse cloche, comme Alexis l'a évoqué, aurait la capacité de persécuter aujourd'hui une personne vivante ? Absolument. Ne sous-estimez jamais l'impact qu'un fantôme peut avoir sur un vivant. Vous nous effrayez, Laetitia. Ouais. Absolument. Imaginez-vous, vous êtes... je vais vous projeter à la place de la personne qui est emprisonnée. Vous tournez en rond, vous attendez, vous connaissez l'issue de votre situation, vous attendez encore, vous savez que vous n'avez absolument rien à faire ici et vous nourrissez une haine, une véritable haine envers les personnes qui vous ont incarcéré. Vous savez que ces mêmes personnes vont vous tuer et que c'est pas juste. Eh bien, ça fera de vous un fantôme. Et donc, cette haine que vous avez, cette rancœur que vous allez la nourrir. Alors, imaginez-vous un mal de tête pendant 2 jours, 3 jours, 4 jours, une haine pendant 100 ans, 200 ans, 300 ans, elle est décuplée. Et donc, forcément, vous risquez d'avoir plutôt peur. Effrayant. Un avis sur la question, monsieur Hanotin ? Alors, moi, sur les fantômes, je ne les connais pas, mais historiquement, oui, les fantômes, il y a des traces de fantômes, c'est-à-dire au sens où, dans les sources, les historiens retrouvent des périodes où on a craint des fantômes et le retour, comme ça, finalement, de figures transcendantales. Et par exemple, c'est tout simplement, à Bordeaux, c'est lié à la Révolution française, et notamment à la Terreur, qui a conduit à la guillotine beaucoup de monde, mais en réalité... La guillotine qui a été placée place Gambetta. Place à Bordeaux, Gambetta, si tout à fait. je me souviens L'ancienne, à l'époque, elle s'appelait la place nationale, d'ailleurs, précisément pour cette vocation-là. En fait, le fantôme, c'est une réalité qui est souvent associée à
ce qui est effrayant, à ce qui a fait terriblement peur dans des périodes d'épidémie de maladies, dans des périodes où les aléas climatiques faisaient extrêmement peur et qu'on ne pouvait pas les expliquer. Souvent, on pensait que c'était lié à des retours de figures maléfiques ou de fantômes. Merci à tous les deux pour ces infos glaçantes ce soir sur le plateau de Mystère et compagnie. On passe maintenant à l'interview Mythe ou Mytho avec vous deux. C'est parti. Alors, le concept de Mythe ou Mytho est très simple. Nous allons vous proposer des légendes célèbres que vous devrez nous en parler brièvement en répondant à la question Mythe ou Mytho. Nous n'avons pas de buzzer. Est-ce que vous êtes prêts tout de même? Oui. Prêt. Alors, c'est parti. Première question, la Dame Blanche, Mythe ou Mytho? Je m'adresse à vous, Laetitia. Pas mytho. Une dame blanche est une apparition fantomatique. Il n'y a pas une dame blanche, mais il y en a une multitude. Au bord des routes, dans les châteaux, dans des lieux entiers, dans des cimetières. Donc, en gros, pas mytho. Monsieur Notin? Pour moi, c'est Joker. Joker, ça commence fort. Deuxième question, Mythe ou Mytho, Bigfoot. Je commence par vous encore une fois. Pas mytho. Il y a plusieurs personnes. Est-ce que vous pouvez nous expliquer Bigfoot peut-être Ah, Bigfoot, pardon. Oui. C'est un humanoïde, on va dire, forme humaine, moitié primate, moitié humaine, très grande, blanche, qu'on trouve dans les milieux glaciers. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes, de manière plus ou moins, on va dire, vérifiée, qui montrent l'apparition du Bigfoot. Et il y a même une équipe scientifique aux États-Unis qui a fait des recherches. Qui enquête. Exactement. Guillaume Hanotin? Alors pour moi, c'est mytho parce que je ne l'ai jamais vu. Moi non plus. Personne ne l'a vu, j'ai l'impression, ce soir. Troisième question, le monstre du Loch Ness. Je vais commencer par vous cette fois-ci. Alors c'est un mythe, mais c'est un mythe qui est attesté, puisque comme dans tous les pays d'Europe du Nord, l'Angleterre, l'Écosse, mais aussi le Danemark, la Suède, la Finlande, la Norvège, tous ces pays ont des traditions, et on retrouverait même dans les pays un peu plus au sud, autour des lacs, et en fait toutes les zones, les grandes forêts, tous les lacs, tout ce qui est de l'ordre de la profondeur, dont les contours sont mal connus, ont souvent donné lieu à l'émergence de mythes. Donc mythe. Mythes. Quatrième et dernière question, la bête du Gévaudan. Joker. Joker pour Laetitia et pour vous? Alors la bête du Gévaudan a existé, on en a des traces, tout simplement dans les archives, puisque le roi Louis XV s'est préoccupé en réalité des ravages qui étaient commis par cette bête dans le Gévaudan, qui s'attaquait à des hommes, qui s'attaquait à des enfants. Et longtemps, on a pensé que c'était une bête spécifique, puisque le loup ne s'attaquait pas aux humains. Et en réalité, on l'étudie comme une sorte de loup qui serait un petit peu transformé, qui serait devenu anthropophage. Peut-être qu'ils étaient trop nombreux, qu'il y avait une surpopulation de loups à ce moment-là. Mais la bête du Gévaudan en soi, elle a véritablement effrayé la moitié du département de la Lozère au début du XVIIIe siècle. Je vous remercie d'avoir été présent pour cette émission de Mystère et compagnie. Et de vous être prêté également au jeu Mythe ou Mytho. Nous retrouvons à présent nos amis du groupe bordelais Théorème, un groupe de métal qui nous fait le plaisir d'interpréter un morceau spécial live. Et enfin, je laisserai Alexis Bray conclure l'émission au cimetière de la Chartreuse, autre lieu iconique de la ville de Bordeaux. Merci à tous d'avoir suivi ce nouveau numéro et on se retrouve très bientôt sur ce plateau pour une prochaine émission de Mystère et compagnie. À très bientôt. Au revoir. Where you
I see you alive. Give me the power to live on my side. To start the limelight again on my face. Take me back to the time of the life where sorrow was not even the word. Deep blood until the last night you showed me the rest. More words of blood will just be done. Deep blood until final rest. The breath that I ask. More words of blood will just be done. Et on remercie le groupe Théorème, dont l'EP Eternity est disponible sur toutes les plateformes de streaming et au format physique. Et on remercie également toute l'équipe de Mystère et compagnie. Nous nous retrouverons le 21 février prochain pour de nouvelles légendes à découvrir dans la ville de Lille. Nous irons notamment dans le métro abandonné qui, m'a-t-on dit, abriterait des esprits frappeurs. Et n'oubliez pas, avant notre prochain rendez-vous, méfiez-vous des mauvais esprits.